Quand je revois mes murs végétaux après plusieurs années, ça, pour moi, ce ne sont même plus mes murs. C'est des, c'est une falaise végétale, c'est un ensemble. Je regarde si telle espèce a plutôt bonne mine, telle n'a pas bonne mine. Je le regarde comme une entité, mais je réagis même pas au fait que c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est devenu une sorte d'être vivant multiple. Puis moi, j'ai orchestré le départ de l'histoire et après, l'histoire vit sa vie. Ce patch vertical de verdure entre la Seine, la Tour Eiffel et les immeubles haussmanniens, c'est vrai que ça a été un peu le déclenchement de l'arrivée des murs végétaux dans le monde. Ça a été une très belle aventure parce que aussi, moi, je tenais absolument pour ce musée à montrer un patchwork de plantes. Et j'en suis à quand même 376 espèces différentes, je crois. Et donc, je tenais vraiment à ce que ce mur végétal soit un petit peu l'hommage des milieux naturels dans lesquels les artistes, tous ces artistes dans le musée, ont travaillé. J'ai compris à l'université que quelque part la botanique était plus intéressante que la zoologie. J'adorais et les poissons tropicaux et les plantes aquatiques, mais il m'a semblé que vraiment en abordant la botanique, je pourrais aller beaucoup plus profondément dans l'intimité de l'organisme vivant, plante, que dans un organisme vivant animal. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Le bonheur d'être plante et c'est une plante qui parle et qui raconte sa vie, qui surtout compare sa vie, qui est en sous-bois, donc qui réagit très lentement et qui compare sa vie à tous les animaux et à toutes les plantes qui sont dans la rapidité. C'est pour montrer à quel point le monde qui est lent, qui a très peu d'énergie, puisqu'il n'y a que 1% de lumière en sous-bois, il y a une inventivité énorme de la part de ces plantes pour utiliser au mieux ce 1% de lumière. C'est un peu une caverne d'Ali Baba au sens où en fait il y a un petit peu des plantes du monde entier. J'essaye de voir comment elles poussent, lesquelles semblent plus intéressantes, et les façons de les multiplier. Je teste différents types d'éclairage.
ici, les plantes se plaisent. Je suis vraiment au milieu de la croissance et je peux agir beaucoup plus, rebouturer, replanter. Enfin, c'est une autre approche de ce monde végétal. C'est le propriétaire de l'immeuble qui a voulu créer ce mur sur cette petite place qui était quand même très très sinistre. Et donc je trouve ça vraiment intéressant qu'une initiative d'un particulier embellisse complètement la ville. Pour les gens, ça évoque un endroit où ils auraient pu être lors de voyages dans une montagne. Ou d'un coup, il y a cette vie qui arrive comme ça dans la ville grâce au fait qu'il y a une grande diversité d'espèces que j'installe. Là, il y a quand même, je crois, 237, si j'ai bonne mémoire, rue d'Aboukir. Didier Elbaz, il voulait que ça reste le dessin que j'avais fait au départ, mais non, c'est un monde vivant, ce mur végétal. Donc, bien évidemment, il y a des espèces qui prennent plus de volume, d'autres qui régressent un peu, mais je crois que les 237 du départ, ils sont quand même toujours là, même si certaines sont trop généreuses et d'autres moins. Mais c'est ça la magie du vivant, c'est qu'on essaye d'orchestrer quelque chose, et puis après, les instruments partent tout seuls selon leur mode de croissance. Voilà, je me replonge vraiment dans 50 ans en arrière, quand j'étais un petit garçon de 8-10 ans et qu'avec ma mère, on venait donc au bois de Boulogne le jeudi, promener le chien et surtout on marchait le long des ruisseaux. Je voyais toute cette vie, des plantes aquatiques dans l'eau et donc à différentes échelles, pour moi, il y avait toute la magie de l'eau. Il y avait le lac tout calme avec les canards, il y avait les énormes cataractes de la cascade, le petit ruisseau tout calme mais qui bougeait, avec de l'eau qui bougeait, ces espèces de micro-cascades en forêt où il y avait beaucoup plus de mousse qui s'accrochait. Donc c'était vraiment l'eau dans tous ses états et je ne me rendais pas compte à ce point-là. C'est maintenant quand je reviens aujourd'hui, plus de 50 ans après, que je me rends compte que finalement, il y avait toutes les magies différentes de l'eau et des plantes liées à cette eau. On atterrissait à la grande cascade, où là j'étais émerveillé de voir cette eau qui coulait et toutes ces plantes qui étaient accrochées, complètement accrochées à cette cascade. C'est pas parce que je suis près de Paris que je ne suis pas étonné par des choses de la nature, hein, bien évidemment.
J'ai photographié plein de plantes, les mousses qui poussent, les petites fougères qui jaillissent, le géranium robertianum avec ses feuilles complètement découpées comme une dentelle. Voilà des images que je n'avais pas. Je retrouve toutes ces choses qui m'étonnaient et donc je comprends vraiment pourquoi j'ai fait des murs végétaux. C'était en fait des vieux immeubles de la SNCF et en face, il y avait un mur pignon absolument catastrophique sur près de 150 mètres de long et seulement 8 mètres de large, orienté au nord. J'ai dit, oulala, ça va être très sombre en bas, très lumineux en haut. Donc, pour moi, tout de suite, j'ai eu l'image du canyon comme j'en connaissais dans la nature déjà. Là, il y avait vraiment un travail important sur le choix des espèces afin de faire quand même un peu une espèce de canopée au sommet qui évoque un petit peu des retours vers la forêt. Et puis en même temps, il fallait de la couleur dans cette ruelle tellement sombre. Donc on voit ces géraniums qui sont pleins de fleurs, les campanules. Il fallait aussi des formes qui restent toute l'année. Ces iris japonica avec leurs longues feuilles comme des doigts qui pendent, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit absolument toute l'année. Donc il y avait, là, c'était vraiment essentiel de faire vraiment un jeu d'approche visuelle, surtout que les gens traversent en longueur le lieu. Donc c'était important d'avoir des dessins globaux de l'ensemble qui, dans l'imaginaire, vraiment donnent l'impression d'avancer le long d'un ruisseau, le long d'un canyon. Et donc je suis très très content du résultat d'année en année. Mais là, 10 ans après, c'est une des fois, je trouve, où il est le plus beau. Vraiment, ça me fait très plaisir. Faire un mur végétal, c'est rien du tout. C'est agrafer une serpillière sur une planche en plastique avec un tuyau percé au-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on met sur la serpillière. Je n'utilise que des plantes qui, dans la nature, poussent ou sur des pentes très fortes, ou sur des falaises, ou au milieu de rochers. Donc, ce sont des plantes qui, dans la nature déjà, sont adaptées à ces milieux obliques ou verticaux. Si vous faites un mur à Sydney, ou à New York, ou à Bangkok, ou à Genève, le climat, ou à Paris, le climat n'est évidemment pas le même. Donc déjà, il faut trouver la liste d'espèces qui peuvent s'adapter au climat. Donc il y a tout un travail passionnant en fait pour les projets, c'est d'aller voir les pépinières locales pour savoir ce qu'on peut trouver sur place et ce qui devra être importé. J'adore ça parce que finalement, dans mes voyages, c'est l'occasion aussi de voir des populations périurbaines, de gens qui sont souvent pas très riches. Donc c'est également une aventure humaine, si vous voulez, cette sélection de plantes.
Je suis architecte des jardins et agronome en Italie et je vais partout dans le monde pour Patrick, pour la supervision à l'installation et aussi former les gens pour l'entretien. Le projet final d'un mur végétal de Patrick, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme des notes musicales, mais au lieu d'avoir peut-être 7 notes musicales avec des variations de temps, de ton, tout ça, il a l'univers végétal. C'est du goût de l'art parce qu'il n'y a que Patrick qui peut, disons, mettre de côté une espèce avec l'autre, avec cette sensibilité que seulement lui, il a. Il est dans la végétation, il est la végétation, il vit, il connaît comment les plantes marchent, des racines aux couronnes, tout. Il connaît tous les processus qui se passent dans les plantes et surtout, il a vraiment une pensée comme si c'était lui-même une plante. Tu es belle, raffinée, élégante, distinguée. Passiflora all'amanda, Stephanotis raffidophora, Tetrastigma mandevilla, Tristelateia. Passiflora all'amanda, Stephanotis raffidophora, Tetrastigma. Je t'ai préparé une petite surprise quand même. Tu viens rarement me voir, alors ça mérite bien quand même une plante un peu exceptionnelle. C'est qui cette bestiole? Alors c'est un aspidistra, bien sûr. Oui, oui, ah bah ça oui. C'est Aspidistra lechanensis. Et cette plante, elle pousse manifestement sur le rocher. Ce n'est pas moi qui l'ai collectée, hein, c'est un horticulteur. Et elle forme justement des feuillages très longs, comme tu vois, pétiolés, qui sont très retombants. Et je pense que pour tes murs, ce serait quelque chose de très très adapté, quoi. Ah oui, oui. Si je veux pas entièrement dépoter la plante, il faut y aller doucement. Alors là, il y a une petite manipulation. Je suis pas botaniste, moi je suis un amateur, mais c'est une passion qui m'a pris quand j'avais 20 ans, quelque chose comme ça à peu près. En fait, en 98, lorsqu'on a fait cette première mission en Chine, on ne se connaissait pratiquement pas. Pour moi, c'était quelqu'un d'un petit peu étrange, pour moi, Patrick. Et sur le terrain, ça s'est révélé quelqu'un de tout à fait passionnant parce qu'il a en fait une relation très intime avec les plantes qui permet de laisser penser qu'il les comprend véritablement. Je pense qu'il est en partie une plante. Il en a certaines des caractéristiques, notamment la verdure. Il est resté très très vert, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, tout le temps animé. Et je pense que ce qui permet ça, c'est la passion. C'est clair et net.
Quand j'ai découvert le bégonia qui par chance, porte mon nom, ce bégonia blanqui, en fait, ça s'est passé, on était, avec Pascal, on voulait aller à l'île de Palawan aux Philippines parce que c'est la seule île des Philippines où il y a encore des grandes zones de forêt primaire bien protégées. Je vois sur un rocher une petite plante que je trouvais très bizarre. Je pensais même pas à un bégonia, pas du tout. Et j'arrivais absolument pas à mettre le moindre nom, même de famille dessus. Et il me dit, mais attends, ce petit truc qui ressemble à rien, viens voir sur le rocher, là. Est-ce que c'est pas ça en un peu plus grand? Mon Dieu, mais c'est un bégonia. Et en fait, je n'ai pas découvert un seul, mais dans ce voyage qu'on avait fait avec Pascal, j'ai découvert 5 nouvelles espèces de bégonia. Wow. So the first drop on the begonia, one drop. Allez. One leaf, one. Voilà. Yeah, some people filming and people with us also. Marc Janson qui était un de mes élèves en maîtrise. Donc je suis ravi qu'il soit maintenant donc à la tête de l'herbier, du plus grand herbier du monde quand même. Hein, l'herbier de Paris, je crois qu'ils ont 9 millions à peu près d'échantillons. Marc, j'avais invité l'an dernier au Cameroun parce qu'il y avait une espèce qui m'intrigue depuis 1991, donc ça fait quand même presque 30 ans. Et on a trouvé un très bel échantillon en fruits. Et donc voilà. Cercestis. C'est un type là. D'Afrique tropicale, oui. Ce qui est très fort chez Patrick, c'est qu'il assume absolument la beauté des plantes et la science. Voilà, pour beaucoup de scientifiques, parler d'esthétique, parler de beauté, parfois c'est un petit peu dérangeant parce qu'on n'est pas dans l'objectif, on est évidemment plus dans le subjectif. Et Patrick, il assume tout ça. Et c'est ce côté presque homme complet qui m'a beaucoup influencé. Ah, Bon, il y a les pas mal Anglais. matériel. Les Anglais. Afzeli, donc lui, facile à identifier. Il sait exactement à quel endroit précisément il y aura un petit sentier qui va partir, qu'au bout de 200 mètres sur ce sentier, on verra une station d'Anoubias, qu'ensuite il faudra tourner à gauche, qu'il y aura une petite falaise, et que sur la petite falaise, on va trouver telle espèce de bégonia ou telle... Donc c'est à la fois une connaissance extrêmement précise du terrain, des accès et aussi des plantes un peu marquantes, mais il va au-delà de ça, puisqu'il va carrément parler de leur comportement. Et évidemment, derrière, c'est tout ce corpus, tout ce savoir qu'il a réussi à accumuler au cours de sa carrière, qu'il retranscrit dans les murs végétaux, qu'il développe sur les murs du monde. Et auriculé à la base, comme on est quand même plus l'inflow, en revanche, l'inflow, c'est pétiole, c'est vrai. Très étrange. Bon, il y a des trucs qui sont quand même pas tous. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unser war schön. Weiß, was mein Maintenant, les gens vivent dans les villes et en plus, tout le monde est effrayé par les changements climatiques. Donc, c'est vrai que tel que je le conçois, ce mur végétal avec ce feutre humide et avec toutes ces racines qui dépolluent l'air aussi, ça participe vraiment à un vrai retour de la nature en ville qui est absolument nécessaire actuellement.
chaque mur, je vous dis, parmi les 400 ou 500 que j'ai fait, au moment où je le fais est une aventure et après, comme je les suis, ça reste toujours dans mon cœur. Donc bien sûr, il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres, mais chacun a son importance.